ODH TV. Alors je suis actuellement avec Eric Zurcher. Bonjour Eric. Bonjour. Le livre Ovni et Conscience est sorti il y a quelques années maintenant. Il y a 2 ans à peu près, oui. Alors où en est maintenant le travail autour de la conscience et de l'ufologie? Je pense que chacun a un petit peu sa trajectoire propre. Fabrice fait quelque chose de son côté, bon ben. Philippe Guillemant aussi. Philippe Solal est un petit peu en retrait même s'il s'intéresse toujours. Daniel Robin, bon, c'est toujours son activité sur Lyon, sur son associative. Quant à Romuald Le Terrier, bon, ben, il continue son travail d'ethnobotaniste entre l'Amazonie péruvienne ou brésilienne et ici. Moi je pense que chacun a un peu sa réflexion propre. Jean-Jacques Jaillat là aussi, je suis souvent au téléphone pour d'autres raisons avec Jean-Jacques. Jean-Jacques avait même parlé à un moment d'un OVNI et Conscience 2, mais c'est un peu délicat. Comme je dis souvent, on ne fait pas un livre pour faire un livre. Il faut vraiment avoir du matériel, il faut vraiment avoir une réflexion qui a poussé les choses plus loin et qui apporte vraiment quelque chose. Si c'est pour faire de la théorie, bon, on peut toujours, mais voilà. Moi-même, j'ai ma démarche propre, hein, mais je pense que chacun s'est enrichi un petit peu des apports des autres aussi. Donc, voilà, moi j'ai une approche qui a changé depuis 2-3 ans. Elle n'a pas vraiment changé parce que c'est toujours les mêmes lignes directrices depuis très longtemps. En revanche, j'ai quelques réponses de plus, j'ai ma réflexion qui a évolué, je me rends compte dans ce que j'écris, je regarde ce que j'écrivais avant. Il y a des arguments, une argumentation supplémentaire, j'ai trouvé des choses. Donc, bon, ça évolue, mais de là à faire un OVNI et Conscience 2, non, je pense pas pour l'instant. En revanche, je ferai bien quelque chose sur un thème particulier de l'ufologie, oui, à 1 ou à 2 ou à 3, ça c'est possible. Mais il faudrait aussi que l'étude ou la réflexion ait avancé depuis le dernier ouvrage. Voilà, et ça c'est très très difficile parce qu'on est quand même sur des domaines très compliqués et qui, comment dire, ne s'appuient pas sur des théories scientifiques reconnues. Des théories, il faut bien faire la différence entre une théorie, des théories en sortent tous les jours. Oh oui. On peut, nous, si on veut, émettre des théories, même si on n'a aucune compétence pour le faire. Mais entre une simple théorie et une théorie certifiée, d'ailleurs une théorie certifiée n'est plus une théorie, elle fait partie du paradigme. Tu comprends ? Et donc, si on voulait aller plus loin, il faudrait s'appuyer sur un certain nombre de théories qui n'en sont plus, qui sont vérifiées par un protocole de test. Il est là le problème. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'une partie de la solution viendra d'en haut, indépendamment de nous. Parce qu'elle viendra d'une conception générale de la physique qui est en mouvement, pour ne pas dire en révolution, et qu'à partir d'un moment, les retombées vont coiffer notre propre activité. Mais ça ne viendra pas nécessairement de nous, parce qu'on n'a pas les compétences, on n'est pas des physiciens de haut niveau, on n'est pas... Tu comprends ? Voilà. En revanche, sur le plan ufologique, bon, on a une relative connaissance du dossier, on peut faire beaucoup de relations, beaucoup d'analogies, on peut pressentir beaucoup de choses, ça oui, mais ça s'arrête là. Après, prouver les choses, c'est une autre histoire. Mais OVNI et Conscience, je me rappelle quand on discutait avant sa sortie, je crois que c'est Bonvin ou c'est toi qui avait dit que ça allait être un pavé dans la mare. Alors, maintenant. Oui. Ben, j'observe que beaucoup de gens qui l'ont notamment décrié au départ font des conférences OVNI et Conscience, figure-toi. C'est marrant, hein ? Mais ils citent jamais le livre et les auteurs. Ça, c'est très très rigolo. Bon, ceci dit, on l'avait fait un peu pour ça aussi, c'est-à-dire donner de nouveaux éléments. Il faut le temps qu'ils incubent dans le milieu, entre guillemets, si tant est qu'il y ait un milieu, et que ça rentre un petit peu dans les consciences, dans les mœurs, cette nouvelle approche, qui n'est pas si nouvelle que ça d'ailleurs de mon point de vue. En tant qu'historien, je peux te dire que tout ce qu'il y a dans OVNI et Conscience est présent dans les années 70-80. C'est la résultante des années 70-80.
l'introduction de la notion de conscience dans le phénomène ovni, elle date on va dire en gros 75. Et les 5 ans qui vont de 75 à 80, tout ce qu'on sait aujourd'hui ou ce qu'on croit savoir de ce phénomène remonte à ces 5 ans-là. C'est pas par rapport au livre de Verroudy, ces ovnis qui annoncent le surhomme? Alors, ça en fait partie, mais si tu veux, le livre de Pierre, j'ai rencontré une fois Pierre, à un congrès, mais très brièvement, dans la Drôme, de mémoire. Le livre de Pierre est un effet, une conséquence de ça. Puisque Pierre, lui, avait dit, lui était intéressé par la psychologie. Et il avait dit, mais bon, il est évident que s'il y a une dimension de la conscience qui apparaît dans les témoignages, notamment en rencontres rapprochées, c'est tout simplement parce que la conscience humaine est créatrice et que les extraterrestres n'ont rien à voir là-dedans. Et il a écrit ce livre, donc, que tu as cité, que j'ai relu d'ailleurs dernièrement, qui a été très très critiqué à l'époque, et on comprend bien sûr pourquoi, de manière un peu injuste avec le recul quand même, parce que Pierre Verroudy a fait preuve d'innovation. J'ai été frappé en relisant son livre. Alors je ne prends pas du tout part sur ses théories, c'est pas ça. Mais par exemple, c'est un des premiers à avoir imaginé de faire passer l'ufologie d'un stade réactif à un stade actif. C'est lui qui a imaginé ça en France, le premier, et qui a tenté de. C'est lui qui a bricolé son appareil photo 24-36 réflexe pour mettre une bonnette au bout. C'est lui le premier. C'est lui le premier qui a tenté de donner une explication à la troisième caractéristique du phénomène, c'est-à-dire le côté protéiforme, polymorphique. La seule explication, j'ai lu des centaines de livres sur les ovnis, la seule tentative d'explication, jusqu'à présent, elle a été donnée par Pierre Verroudy, on en pense ce qu'on en veut, mais c'est lui encore. Donc, c'est lui aussi qui a détecté dans certaines manifestations ovni une dimension transculturelle, ça on sait, mais d'une origine un peu ésotérique aussi. Alors ça se discute, on peut contester, on peut ne pas être d'accord, mais quand même, je pense que son apport était vraiment intéressant. Bon, il a été injustement critiqué, à mon avis. Bon, on comprend pourquoi, quand on connaît l'époque, bien entendu, l'ufologie explose, littéralement, sous l'impact de cette bombe à fragmentation qu'a été l'apport de la conscience, de cette notion de la conscience, qui est la quatrième caractéristique du phénomène, en fait. Voilà. Et donc, on sort 40 ans après OVNI et conscience, mais bon, la réflexion a évolué depuis, mais l'histoire est très ancienne. Donc c'est ce qui a fait exploser l'ufologie française, donc elle n'était pas nouvelle, et tu vois que ça suscite toujours parce que les gens font des assimilations, ils s'imaginent, OVNI et conscience, donc tout se passe dans la tête, donc ça veut dire que le phénomène n'existe pas. Ouais, c'est une hallucination collective. Voilà, on retombe sur la sociopsychologie, ou alors on dit, il n'y a pas de trace, c'est pas matériel, voilà. Mais ça, c'est penser à ras de terre, c'est pas du tout comme ça. D'ailleurs, personne dans OVNI et conscience n'a jamais dit ça. Alors beaucoup après ont lu mais n'ont pas compris ce qu'ils ont lu. Bon, c'est vrai que par moments c'est un petit peu ardu, je reconnais, ça dépend les intervenants. Mais bon, voilà, moi je pense que les idées incubent. Après, ça incube au prorata des gens qui reçoivent aussi. Voilà, certains récupèrent, ils en font leur chou gras, d'autres veulent pas en entendre parler, d'autres, voilà, l'ufologie est un vaste réservoir dans lequel on trouve un peu tout et on met un peu tout ce qu'on veut aussi. Et au sein d'OVNI et conscience, parmi les lecteurs, il y a eu des retours de certains qui ont apporté peut-être une autre touche à... Alors non, il n'y a pas eu tellement de retours. Il faudrait surveiller les réseaux sociaux pour savoir, ce que je ne fais pas du tout, tu le sais. Il n'y a pas eu... Alors il y a eu des gens, des insultes aussi, bien sûr, les habituelles outrances, mais tout ça, ça volera de terre. Mais je pense que, d'après les informations que j'ai, le livre aurait dépassé les 1500 ventes. Ce qui est pas mal aujourd'hui. Pour un ouvrage sur les ovnis, c'est pas mal. Il y en a beaucoup qui voudraient être à 1500. Et ça doit aller vers les 2000 là, actuellement. Donc ça veut dire qu'il fait son petit bonhomme de chemin et que l'idée se diffuse
que les choses sont plus complexes que ce qu'on pensait au début, tout simplement. Et c'est bien normal quand tu réfléchis. Ouais, mais comme tu dis, parmi tous les gens qui ont acheté le bouquin, combien l'ont lu, combien l'ont utilisé comme un livre de recherche? Parce que bon, je ne vise pas tout le monde dans la vidéo, mais il y en a beaucoup, ils lisent les livres d'OVNI comme un livre à la plage en été, quoi. Oui, oui, mais c'est pour ça qu'il y a 600 livres en français sur les ovnis. Tu trouves tout ce que tu veux. La plupart du temps, ce sont des livres où on raconte ce qu'ont vécu des témoins, par exemple. C'est des histoires, c'est des récits. Et ça, c'est très prenant. Surtout si c'est des rencontres rapprochées, tu t'identifies à ce qu'a vécu la personne. Donc tu peux lire ça à la plage, ça te fait passer vraiment un bon moment, c'est vrai. Dans OVNI et Conscience, évidemment, tu as des réflexions d'un peu plus haut niveau, qui sont sur un plan plus général, on va dire, qui sortent du terrain. Voilà. En fait, l'ufologie, à la base, c'est d'abord du terrain. C'est ce qui revient du terrain. C'est 95%, c'est ce qui revient du terrain. C'est de l'information, donc. Voilà. Qui est viciée ou qui n'est pas viciée, qui arrive toujours en retard, mais c'est de l'information. Alors tu peux rester à ce niveau-là. Dans ce cas, tu racontes des cas, et ça a un fort impact populaire. Si maintenant il y a une tentative d'analyse de ça, c'est que tu sors du terrain. Bon, déjà il faut pouvoir le faire, tout le monde ne le peut pas. Et puis évidemment, tu t'exposes là, tu t'exposes plus quelque part. C'est un sujet intéressant, on pourra en parler longtemps, mais après, voilà, on va rentrer dans des domaines un peu plus complexes, disons. Pourquoi pas, parce que regarde, j'ai réalisé, bon, toi aussi tu as réalisé de nombreuses veillées au col de Vence ou même dans d'autres endroits, on va dire, médiatico-insolites, puisque c'est un peu... Même si certainement il doit y avoir des phénomènes avant que ça soit médiatisé, le col de Vence ou d'autres sites comme ça pourraient être des lieux d'études pour OVNI et Conscience. Oui. Quand on regarde surtout certaines veillées où il y en a, ils sont pro une hypothèse quelconque, d'autres pro hypothèse autre. Oui, ça joue. Oui, ça peut jouer, oui, effectivement. Et peut-être que le phénomène s'en amuse. Peut-être que le phénomène s'en amuse. Il ne faut jamais perdre de vue deux aspects dans ce phénomène. Tu as un aspect mimétique, et cet aspect mimétique est probablement là depuis le début, même si on ne s'en est pas rendu compte. On nous montre quelque chose qui est en rapport avec la culture du moment, plus ou moins. Et il est probable que si on ne nous montrait pas ça, on ne saurait pas le reconnaître. On ne comprendrait rien à ce qu'on voit. Donc il y a un phénomène en partie mimétique, en miroir, ou spéculaire, comme dirait Philippe. Ça c'est une chose. Et après, il ne faut jamais perdre de vue cette notion de territorialité, que j'avais inventée en 1976, quelque chose comme ça, qui vient de l'éthologie, au départ. On appelle territorialité le territoire de chasse des grands prédateurs, du genre des requins, tu vois, des choses comme ça, en éthologie. La territorialité, c'est quelque chose où le phénomène se polarise fortement sur un endroit donné pendant une période donnée. Alors si c'est par exemple un an, comme à Colares, pour prendre cet exemple, on peut à la limite parler de vagues, de grosses vagues, ou si c'est pendant un mois ou deux, on va parler de mini-vagues sur un endroit donné, toujours une région donnée, mais ça peut prendre des fois 5-6 ans, et puis après ça se déplace. Là on est vraiment dans la territorialité. Et quant à un phénomène de territorialité, c'est vrai qu'on pourrait, si on était mieux structuré, un peu mieux équipé aussi peut-être, mettre en place quelque chose pour essayer de, sachant que ce phénomène, on l'a vu sur l'orange de l'Utah, réagit, il est actif lui aussi, et c'est pas nous qui avons l'avantage dans cette histoire-là, parce que la dynamique, c'est lui qui l'a, c'est pas nous. Donc nous, on ne fait que réagir. D'où la tentative de Viroudi à l'époque, d'essayer de le provoquer. Alors, elle a été critiquée, tout ce qu'on veut, mais n'empêche qu'il a tenté le coup. L'ufologie est toujours réactive, puisque les cas te parviennent après coup. Des fois des décennies après coup d'ailleurs. Mais c'est très rare qu'un cas soit observé la veille et que le lendemain il y a un enquêteur sur place, ufologue. Valençol, c'est un cas à part, ou la Colle-sur-Loue, ce sont des cas vraiment à part. La plupart du temps, c'est pas comme ça. On est en position réactive de recevoir l'information. Voilà. Est-ce qu'on pourrait rompre ce processus? Non, parce que la dynamique, elle est en face. Et nous, on réagit comme on peut.
c'est tout. Pour Laurent Skinwalker, le livre La science confronte à l'inexpliqué, je l'ai lu, relu et encore relu. Ouais. Il y a des paramètres dedans qui rappellent le col et d'autres zones dites sensibles en Europe. Oui, parce qu'on est dans la territorialité. On a les mêmes choses à Esdalen. Aujourd'hui, on parle beaucoup du Val-Malenc, qui est une magnifique région, où le phénomène de territorialité a été lancé en 2011-2012 par deux apparitions de RR3, des apparitions d'humanoïdes donc. Et depuis, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de gens qui voient quelque chose, et voilà, c'est un peu comme à Esdalen, c'est un peu comme le col, toute proportion gardée quand même, parce qu'après il y a une part mythologique qui rentre en jeu. Tu as tout un tas de groupes plus ou moins folkloriques, on va dire, pour être gentil, qui arrivent sur zone et qui perturbent complètement. Et puis on sait que ce phénomène évolue exactement comme ce qu'on voit en parapsychologie, c'est-à-dire dès que tu mets en place les éléments d'étude du phénomène, le phénomène baisse d'intensité immédiatement, il réagit. Oui, voilà. Il faut bien comprendre une chose, hein. La caractéristique la plus forte de ce phénomène, en tant que taux, c'est l'élusivité. Jusqu'à preuve du contraire, et je dis bien jusqu'à preuve du contraire, elle est de 100%. J'ai tendance à penser que si elle était de 99,9%, on ne serait pas là. On serait peut-être déjà dans une catastrophe épistémologique. C'est pas impossible. Donc, il faut bien considérer ça. Le phénomène peut faire beaucoup de choses, mais tu verras toujours à la fin que tu te retrouves avec 100% d'élusivité. Et on observe la même chose en parapsychologie. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut assimiler l'un à l'autre. Hein. Attention, hein. Parce que ça aussi, il faut faire attention. Mais c'est la même chose. Et la différence, c'est qu'en parapsychologie, il y a des gens qui bossent au niveau mondial, et tu as des études qui arrivent un peu partout, dans certaines revues, où ça travaille sur l'élusivité, sur un tas de choses, des études à faire pâlir d'envie le soi-disant milieu ufologique, ça je te le dis, parce que j'ai lu des choses, et d'ailleurs, les études qu'ils font en parapsycho, effectivement, tu pourrais t'en servir en ufologie. Ils ont fait le boulot pour nous, quoi. Le boulot qu'on n'a pas fait. Voilà, et ça continue. Et tu as des chercheurs de partout dans le monde, tu as des Américains, des Anglais, des Français, qui travaillent là-dessus. Mais tu n'as pas le pendant en ufologie. Et l'élusivité du phénomène expliquerait peut-être le fait qu'il y a, parce que j'en ai rencontré énormément d'ufologues, d'anciens, de nouveaux, qui me disent à peu près tous la même chose quand je leur demandais maintenant qui est après autant d'années de recherche, etc., vous en êtes où? Beaucoup me disent, on est perdu, on ne sait pas ce que c'est. Mais ça c'est sûr, mais c'est ce que disait Aimé Michel à la fin de sa vie. Aimé Michel, c'est connu, hein, il me l'avait dit à moi, mais il l'a souvent répété, et on retrouve ça dans des livres. Tout ce que je sais tient sur un timbre-poste. Pourquoi? Mais parce que tu te heurtes à l'élusivité du phénomène. Encore une fois, tu te heurtes à 100% d'élusivité. Tant qu'on n'a pas compris ça, voilà, on va partir sur des histoires qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas prouvées, et ça va très très loin, cette histoire. Si les gens savaient jusqu'où ça va, cette histoire d'élusivité, elle est décelable dans certains cas, à certains niveaux, c'est incroyable. Incroyable. Rien ne peut mettre en cause, jamais ce phénomène ne permettrait que l'élusivité soit mise en cause. C'est la caractéristique vraiment centrale, c'est le pilier central de tout. Tout le reste circule autour, c'est satellisé autour, c'est de la périphérie. Il a fallu du temps pour qu'on en arrive là. C'est le temps qui permet ça, c'est les 70 ans écoulés qui nous permettent de dire ça. Tu n'aurais pas pu dire ça en 60 par exemple, parce qu'en 60 on espérait toujours qu'on allait trouver une carcasse quelque part, ou qu'une voiture de flic arrive sirène hurlante en beau milieu d'une RR3, tu vois, des choses comme ça. On en était toujours à espérer le grain de sable dans le mécanique qui, d'un point de vue de probabilité, aurait dû se produire. Mais le phénomène ne permettrait jamais ça. Jamais. Et il se comporte de façon à éviter de passer à travers ça. Alors comment fait-il? Ça c'est une autre histoire. Il a des informations sur le témoin, il a des informations sur le lieu où ça va se produire, il a des informations temporelles aussi, en amont, bien évidemment, et bien plus que ce qu'on croit. Comment fait-il à connaître si bien notre culture?
mieux que nous, dans tous les détails. Comment fait-il à nous connaître si bien, mieux que nous, même notre inconscient? Comment fait-il? Et moi je pense qu'il a même un petit peu des informations, bien que l'angle soit très pincé là, en post-événementiel. Et c'est comme ça qu'il échappe chaque fois. Parce qu'il a des informations en post-événementiel. Et ça, c'est pas décelable par nous. On peut le déceler. Il pourrait savoir qui enquête en fait. Oui. Si l'enquêteur vient tout de suite. Accès à énormément d'informations sur le pré-événementiel. Là, je ne parle pas en termes de géolocalisation. Je parle en termes temporels et d'information. Il a accès peut-être à des millions de choses dont on n'a même pas idée en pré-événementiel. Ça, c'est sûr. Et moi, je pense même qu'il a accès à un petit peu, sur un jour ou deux, accès à de l'information en post-événementiel. Et c'est celle-là d'information qui explique qu'il ne se fait jamais coincer, qu'il ne se fait jamais prendre le doigt dans le pot de confiture. Après, au-delà de 2 jours, non. Non, parce que comment dire, les phénomènes, les lignes de vie, les phénomènes, le futur devient beaucoup trop aléatoire. Mais on sait par certains travaux de la physique qu'il est très fortement formaté justement dans les demain et après-demain. Et c'est à ça qu'il a accès. Moi je suis certain, c'est la seule explication. Parce qu'il ne peut pas passer sans arrêt dans la maille causale, à travers la maille causale. Rien ne le peut. Sauf si tu as accès à cette information-là. C'est mon opinion. Pour l'instant, je suis là-dessus. Et là, l'intérêt, c'est que ça correspond à des bases physiques, de la physique fondamentale. C'est ça l'intérêt. C'est pas une idée comme ça, tu dis tiens, c'est une théorie, c'est une hypothèse comme ça. Non, 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 non. Ça repose sur une vision de la physique telle qu'elle est aujourd'hui, cette histoire-là. Mais il faut se pencher sur cette vision pour arriver à comprendre ça. Et si on arrive à comprendre un peu ça, je pense qu'on aura compris une part importante de sa manière d'agir et de ses capacités à cette intelligence. C'est pas tout, hein, mais parce qu'elle peut aussi forcer le hasard si elle le veut. Hein. Ça porte même un nom précis. Ça s'appelle l'effet dose. À condition de ne pas trop abuser de cette carte. Il ne faut pas en abuser. Parce que, toujours pour l'élusivité, si tu as 2000 témoins par an qui arrivent en te disant on est rentré dans une bulle et il était 2 heures après quand on est sorti au bout de 3 minutes, même la science qui veut rien en entendre va être obligée de dresser l'oreille. Non, ça, c'est pas possible. Donc l'effet dose, oui, de temps en temps, et effectivement, les statistiques le confirment. C'est là-dessus que je réfléchis. On devrait avoir rejoint le taux des années 45-50 d'ici 5 ans, peut-être, 5-6 ans. Autrement dit, on est en train de vivre la fin de cette période de RR3, d'apparition d'humanoïdes. Et il est probable que le phénomène va se redéployer d'une manière encore plus complexe, de façon toujours à nous prendre de vitesse. Enfin, moi je vois les choses comme ça. C'est possible qu'il fasse comme ça. Il ne faut pas oublier qu'il a la dynamique et toujours un coup d'avance au moins sur nous. Donc, s'il s'adapte à nous, qui nous dit qu'il va pas avoir des rencontres virtuelles sur le net? Il peut effectivement, mais alors là parce que maintenant il y a les intelligences artificielles, bon c'est que l'homme fait, puisque en Arabie Saoudite il y a un robot qui a eu sa citoyenneté. Ah oui, en Arabie Saoudite, oui, oui. Ben, on va dans comment on appelle ça là, Fabrice Bonvin a fait une conférence dessus à Lyon là, dernièrement, et Philippe Guillemant hurle contre ça en permanence, hein, ce que Google essaie de promouvoir, hein, le transhumanisme. Bien sûr, le phénomène a toujours surfé avec notre culture de toute façon. Quand tu vois les cas qui se déroulent dans les années 45-50, je parle des observations rapprochées, hein, je parle des RR3, non pas qu'il y en ait tellement, mais elles sont parlantes, elles sont très parlantes. À l'époque, elles passent. Pourquoi elles passent? Mais parce qu'elles sont issues de notre culture. Tu as des tuyères sur les côtés de l'OVNI. Oui, il y a aussi les entités ont des combinaisons alors qu'après ils en ont plus. Et plus que ça, ils ont même des masques et des tubes à oxygène de pilote. Donc ça passe dans la culture de l'époque, ce sont les mêmes objets que tu vois sur les comics américains, voire italiens d'ailleurs. Voilà.
Donc ça passe très bien, mais aujourd'hui ça passe moins, parce que tu dis, ah c'est daté comme description. Ça veut dire quoi? D'un point de vue ufologique, je parle d'un point de vue non réducteur évidemment, d'un point de vue ufologique, ça veut dire que le phénomène, encore une fois, a fait preuve de mimétisme et s'est adapté à la culture, il nous a montré quelque chose qu'on pouvait reconnaître, qu'on pouvait appréhender à peu près correctement. Voilà. Ce qui t'en dit long sur la nature ontologique de ce qui nous est montré quand même. Hein, parce que quand tu réfléchis 2 secondes, tu te dis oui mais attends, il est capable de te montrer ça, il est capable de te montrer n'importe quoi en fait. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, s'il veut continuer sous d'autres formes, il peut parfaitement surfer sur la culture du moment, qui effectivement est Internet, l'intelligence artificielle, les fantaisies de génétique et compagnie aussi. D'ailleurs ça apparaît dans certains témoignages. Hein, et il peut parfaitement surfer là-dessus, mais il faut voir que ça restera toujours à la marge. Nécessairement. Plus ça va se dématérialiser par Internet, voilà, plus on va être dans une histoire genre Matrice un peu, et tout ça va se dématérialiser de plus en plus, et avec l'impact des réseaux sociaux, il y a de quoi s'inquiéter. Moi je vois ça, je suis assez pessimiste là-dessus, je vois ça où ça risque de se terminer comme... tu sais, il y a de plus en plus de millions de gens qui croient à tout et à n'importe quoi, sans esprit critique. Quand je parle d'esprit critique, je parle au sens pascalien du terme, hein, c'est-à-dire chercher la vérité, réellement. Donc ils croient à tout et n'importe quoi, ils sont des millions, les spécialistes de la question ne se donnent même plus la peine de réagir et de dire non, voilà la vérité, enfin, voilà la conception des choses telle qu'elle est, là on est en plein délire. Donc la nef des fous de Jérôme Bosch navigue pas, elle dérive plus exactement. On va arriver à une situation, à mon avis, où les classes moyennes un peu supérieures, si tu veux, vont mettre des sortes de paravents, ils vont se débrouiller, de mettre des sortes de paravents devant, ils vont ghettoiser tout ça, avec le conspirationnisme sur un plan général, avec la pornographie peut-être, avec un tas de choses. Et puis ils vont dire à leurs enfants, surtout vous n'allez pas mettre le petit doigt là-dedans, quoi. Donc c'est une espèce de bidonville intellectuel, de ghettoisation, et tous ces gens-là vont fonctionner ensemble. Et c'est comme ça que se créent les mouvements de l'histoire aussi. Hein. Il faut lire Isaac Berliner. Là-dessus, il dit l'histoire des idées est très dangereuse parce qu'on ne sait pas où ça va émerger la prochaine et on ne sait pas ce que ça va donner. Ça peut donner une véritable guerre, une catastrophe, une nouvelle religion, on ne sait pas. Et c'est ce à quoi on assiste sous notre nez, là, sans trop comprendre, tu vois. C'est ce qui est en train de se passer. Et là, on n'a aucune prise dessus. Tu ne vas pas arrêter Internet, les réseaux sociaux, tu ne vas pas arrêter ça, hein. Évidemment non. Donc tu peux t'adapter, tu peux faire attention, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne sais pas trop. C'est contenu dans le phénomène du départ, cette histoire. Et il y a des mécanismes qui nous échappent, qui sont, moi j'emploie le mot, c'est ingérable. En fait, voilà, c'est devenu, la situation est devenue ingérable, de ce point de vue-là. Et tu peux pas tu peux t'en extraire, je le fais bien moi, je suis pas sur les réseaux sociaux et je m'en extrais. Quelque part je me coupe d'informations aussi. Enfin bon, heureusement je suis en relation avec des chercheurs qui sont... Voilà. Voilà, tu vas pas contre le progrès, entre guillemets, enfin je dirais plutôt les évolutions que le progrès, et il faudra prendre en compte tout ça. Pour les jeunes chercheurs, ou pour les chercheurs qui regardent et qui utilisent les vidéos d'ODH-TV pour travailler, là maintenant tu leur dirais de partir dans quelle direction de recherche? Il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on appelle recherche, et ça renvoie à ce que tu appelles l'ufologie. L'ufologie, c'est d'abord du terrain et le quadrillage du terrain. Tu peux passer tout le temps que tu veux derrière ton écran d'ordinateur, c'est pas ça qui te ramènera un cas, sauf quelqu'un qui va parler en anonyme sur les réseaux sociaux, ce qui signifie la mort de l'ufologie. Parce que je vois ça se multiplier depuis 15 ans. Tu sais, rien ne nous empêche, toi au moins, d'inventer un cas, on est bien placé pour, on connaît les mécanismes.
et de le balancer sur un réseau social ou n'importe où, et puis 2 ans après, tu le vois dans un catalogue, tu vois, genre. Et ça arrive de plus en plus. Mais ça, c'est la mort de l'ufologie. Parce que l'ufologie, c'est fondé sur l'information qui nous parvient du terrain. Plus de terrain, plus d'ufologie. Plus d'informations, plus de cas qui parviennent, plus d'ufologie. C'est aussi simple que ça. Donc, ça dépend ce qu'on veut faire. Moi, je conseillerais de commencer par du terrain. Apprendre à faire des enquêtes, se former, quadriller le terrain, le mailler. C'est un peu ce que fait Rémi Fauchereau. Il va, il met ses affiches. Ouais. C'est un travail qui peut sembler bêta, mais c'est la base. Il n'y a pas d'ufologie sans ça. Et puis quand il y a une zone comme là, il y a une zone très intéressante. Le souci, c'est qu'elle ne rentre pas dans le paramétrage que je cherche. Et ça m'intéresse. Pourquoi? Là, il y a des observations, alors qu'il n'y a pas de faille, qu'il n'y a pas de mine de fer à côté, ou des trucs comme ça. Il n'y a rien de ça. À part encore les lieux-dits. Oui. Quand on est allé dans cet endroit, donc c'est Bois-l'Abbé, il a fait un peu comme du démarchage ufologique, du porte-à-porte pour demander aux gens, voilà, vous avez pas vu quelque chose. Quelques cas. Quelques cas, mais oui. Fernand Lagarde pensait qu'un cas sur 10, il parlait des rencontres rapprochées, qu'un cas sur 10 parvient à notre connaissance. Bon, c'était peut-être exagéré, je sais pas. Par nature, c'est très difficile à savoir. C'est peut-être 1 sur 5, je sais pas. Mais ça peut être 1 sur 10, oui. Sur le niveau statistique mondial, ce serait plutôt 1 sur 10, sur les calculs que j'ai pu faire. Donc il y a un travail énorme à faire. Voilà. Moi, l'ufologie, elle commence comme ça. Et après, si tu veux sortir du terrain, monter un petit peu au-dessus, c'est-à-dire avoir une réflexion de recherche, comme tu dis, sur le sujet, je conseillerais déjà de bien isoler quelles sont les caractéristiques de ce phénomène. Voilà. Ça se discute, pour moi il y en a 5, mais ça peut se discuter, parce que, bon, il faudrait déjà savoir qu'est-ce que c'est qu'une caractéristique, qu'est-ce que c'est qu'une anomalie. Le phénomène à lui tout seul est une anomalie géante. Et une caractéristique, c'est une anomalie qui a réussi. C'est-à-dire qu'elle est à un taux statistique de plus de 90%. C'est-à-dire qu'elle est dans plus de 90% des observations, tu la retrouves dedans. Ça, c'est une caractéristique, c'est structurel. Et c'est déjà à ça qu'il faut il faut se concentrer là-dessus. Quelles sont les caractéristiques? Déjà, il faut les connaître. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'elles te disent? Qu'est-ce qu'elles indiquent? Qu'est-ce qu'elles disent, ces caractéristiques? Alors, c'est difficile parce que toutes ces caractéristiques sont en rupture fondamentale avec ce que nous dit notre état actuel de la science. Donc, elles sont à la fois absurdes et délirantes. C'est pour ça que s'intéresser au phénomène OVNI, même d'une manière très sérieuse, possède une dimension sous-jacente qui est délirante. Même si tu le fais sérieusement. Et c'est pas facile. Mais il faut le faire, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous disent, qu'est-ce que pointent du doigt ces caractéristiques, bon sang. Voilà les directions, je parle sur un plan général, hein, bien sûr, voilà les directions de recherche. Et après, il y a un exercice qui est fabuleux, mais il faut être bien accroché. Il faut passer dans la cuisine. J'appelle cuisine. Lancer une recherche, tu te dis, tiens, je vais faire une étude sur n'importe quoi, il y a 10 000 sujets, hein, les cas psychosomatiques, tiens, pareil, je prends au hasard. Hein. Et donc, tu vas faire un listing, tu vas chercher au niveau mondial tous les cas où il y a du psychosomatique sur un témoin de manière récurrente suite à une observation, et tu vas donc faire un listing, et ensuite tu vas chercher à avoir des informations sur ces cas. C'est ça la cuisine. Et bien, crois-moi, si tout le monde faisait ça, il y en a beaucoup plus qui auraient les pieds sur terre et qui feraient attention à ce qu'ils disent. Parce que là, dans la cuisine, tu vois vraiment, tu grattes et tu vois le fond des choses. On n'est plus dans le livre à la plage et dans un espèce de mythe généralisé où tout est mélangé. Voilà pas les pistes, mais c'est les réalités auxquelles tu te heurtes tôt ou tard. Sauf à être dans les divagations pures et simples. Bon, ça, voilà, ça c'est aussi 70 ou 80% d'ufologie, tu le sais. Voilà. Mais dès que tu veux faire un peu de recherche, tu te heurtes à ça. Quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce que te dit la cuisine? Est-ce que tu es passé faire un tour dans la cuisine déjà? Pendant un peu de temps. Tout de suite, ça te met à un certain niveau, ça te stabilise. Tu sais de quoi tu parles. Et tu t'es heurté à ce à quoi tu devais te heurter. Voilà ce que je dirais sur ce sujet.